Bonjour, ravi de vous retrouver à travers une nouvelle présentation télévisée, toujours dans le cadre du cours droit fiscal adressé aux étudiants du 4e semestre filière sciences juridiques. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un élément de fond du droit fiscal, la théorie du droit fiscal. Et pour ce, nous allons partir d'une question qui est volontairement provocatrice. Pourquoi acceptons de payer l'impôt? Pourquoi acceptons que l'État touche sous la contrainte et sous la violence et sous la menace à notre bourse, à notre richesse, à notre propriété privée? Pourquoi on obéit à l'autorité fiscale de l'État? Et si on utilise une terminologie plus académique, on va se poser une grande question. Quelle est la légitimité de l'impôt? Quel est le fondement de l'impôt? Quel est l'intérêt de poser une telle question et d'y répondre? Eh bien, l'intérêt, c'est de comprendre, et ça c'est fondamental, de comprendre que la fiscalité est loin d'être une simple question de calcul. La fiscalité ne peut se résumer à de simples questions de taux, de pourcentage, d'exonération, de déduction, etc. D'ailleurs, les logiciels, l'intelligence artificielle pourraient le faire mieux que nous. La fiscalité est un sujet politique et philosophique avant d'être un sujet d'ordre économique. Donc il y a un soubassement politique, il y a un soubassement idéologique, il y a un soubassement culturel derrière l'impôt. Ce n'est pas uniquement question de calcul et d'algorithme. Au XVIIIe et au XIXe siècle, en Europe, plus exactement en France, on avait l'habitude de qualifier l'impôt de nuisible, factieux, injuste, spoliateur, voire de détournement. L'impôt était mal vu. Et peut-être il l'est toujours. Mais ce qu'on aimerait un peu conclure, c'est que l'impôt a toujours été, et il est toujours considéré comme une expression des rapports de force au sein de la société. C'est un des lieux privilégiés où se concrétise le conflit social. Donc faire des impôts, ce n'est pas uniquement faire des calculs. Et ce n'est pas uniquement imaginer des taux et les imposer. La fiscalité, c'est le fruit, le résultat d'un rapport social qui est, qu'on le veuille ou non, un rapport de conflit. Mais aussi, la fiscalité, c'est une expression de la philosophie politique de l'État. C'est un indice qui nous renseigne sur la volonté politique, ou l'absence de cette volonté politique, du gouvernement d'agir sur les inégalités économiques et sociales par la redistribution. Lorsqu'on lit un document fiscal, lorsqu'on lit une réforme fiscale, lorsqu'on lit des textes relatifs à la fiscalité, en réalité, on est en train de lire la politique du gouvernement à travers des chiffres et l'intervention du gouvernement dans les rapports sociaux, en principe pour les équilibrer à travers la redistribution en utilisant l'impôt et la taxation. Et de cette manière, on peut concevoir la fiscalité comme un vecteur ou un des vecteurs du lien social. Une institution fondatrice du pacte social. On est en train de présenter la fiscalité comme étant le corollaire d'un État moderne, démocratique et redistributif. Mais les choses n'ont pas toujours été ainsi. C'est-à-dire à la question « Pourquoi je paie l'impôt ? Pourquoi j'obéis à l'autorité fiscale ? Quelle est la légitimité de l'impôt ?» À cette question, historiquement et au fil des temps, il y a eu plusieurs réponses. Et donc plusieurs fondements de l'impôt. Première réponse, premier fondement, on a essayé de présenter l'impôt comme la contrepartie des services de l'État. L'impôt, c'est la contrepartie des services de l'État. C'est une sorte de donnant-donnant entre l'État et le contribuable. Moi, le contribuable, je paye l'impôt
mais en contrepartie, et on souligne la notion de contrepartie, en contrepartie, je reçois des services. C'est la théorie de l'impôt échange. L'impôt échange de services. Je reçois des services et en contrepartie, je paye de l'impôt en contrepartie de ces services. Et attention, c'est une théorie, même si elle est dépassée maintenant, c'est une théorie qui a été défendue par des poids lourds. Des poids lourds de la science politique classique, notamment par un certain Montesquieu ou bien par un certain Jean Bodin. Lorsqu'on revient à cette question de contrepartie, je paye et je reçois des services, on doit distinguer deux grandes étapes qui ont jalonné l'histoire de l'État lui-même. La première étape, c'est l'étape très connue de l'État gendarme, l'État libéral pur, l'État tel qu'il a été imaginé, conçu à partir du XVIe siècle, comme étant un État exclu du secteur économique, un État qui était confiné, ça nous rappelle le confinement, un État qui est confiné dans ce qui est purement sécuritaire, la puissance publique, l'autorité. Un État qui faisait la sécurité, presque toute la sécurité, et rien que la sécurité. Alors, dans cette période, le service fondamental, ce qu'on attendait essentiellement de l'État, c'est la sécurité. Donc, je paye en contrepartie de la sécurité. Et dans cette étape, l'impôt était conçu comme une sorte d'assurance. Une sorte d'assurance. Je paye pour être assuré dans mes biens et dans mon intégrité physique. Avec une deuxième période, lorsqu'on a dépassé celle de l'État gendarme, et on a vu l'éclosion de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État-providence, l'État interventionniste, de welfare state, l'État qui prend en charge la vie économique et sociale de ses citoyens. Alors là, on a constaté un élargissement de la bagatelle des services fournis par l'État aux citoyens. Donc, je paye en contrepartie de services, et de cette manière, l'impôt est devenu plus ou moins le prix des services rendus par l'État. Cette théorie a été dépassée, parce qu'en réalité, c'est une théorie qui est pleine de failles. Si on prend la question de prix, par exemple, il y a des services qu'on ne peut pas estimer leur valeur pécuniaire. Si je prends le cas, par exemple, de l'environnement, la propreté, l'enseignement, la santé, la sécurité, l'armée, c'est quoi leur valeur en termes d'argent? Ce sont des services vitaux, très très importants pour la vie des uns et des autres, mais qu'on ne peut pas estimer en termes d'argent. Donc combien je dois payer par exemple pour être sûr? Combien je dois payer pour la propreté? Combien je dois payer pour l'enseignement? C'est difficile à estimer en termes d'argent. Même la notion d'assurance a été dépassée, parce que l'assurance intervient après le sinistre, après l'accident, après le danger. Or, l'État doit intervenir avant et doit avoir des mesures préventives. Il doit intervenir avant le danger, avant le sinistre. Donc, on a mis fin à sa théorie de l'impôt-échange et de ce fondement de la contrepartie. Et on a adopté une deuxième réponse, un deuxième fondement de l'impôt. L'impôt est légitime et on doit le payer parce que ça sert l'intérêt général. Je ne paye pas l'impôt pour un intérêt personnel privé. Je ne paye pas l'impôt pour recevoir des services. Je ne paye pas l'impôt pour payer le prix de ces services. Je paye l'impôt pour contribuer à la couverture des charges publiques, pour contribuer à l'intérêt général. C'est pour contribuer à l'intérêt général. Et bien sûr, lorsqu'on va contribuer, chacun doit payer selon ses moyens. Et là, on a développé la notion de faculté contributive, c'est-à-dire chacun paye selon ses capacités. Chacun paye selon ses moyens. Si je prends par exemple l'impôt sur le revenu, on va voir que dans l'impôt sur le revenu, il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui sont exonérés et il y a ceux qui paient 38%. Donc chacun paye selon ses moyens, selon son statut, sa situation économique et sociale. Donc l'impôt est adapté à la situation économique et sociale du contribuable. Et de cette manière, on tend vers la solidarité qui devient le nouveau fondement de l'impôt. La légitimité de l'impôt, c'est cette solidarité entre les uns et les autres, entre les munis et les moins munis. Et de cette manière, on garde le lien social et le pacte social au sein de la société.
on trouve une extension de cette explication sociale de l'impôt, de la légitimité de l'impôt, dans ce qu'on a commencé à appeler à partir des années 80 du dernier siècle, la taxation sociale, ou bien ce que certains auteurs appellent l'impôt moral. Alors là, on a estimé que l'impôt, pour réaliser cette solidarité sociale, eh bien, il doit essayer de corriger les inégalités économiques et sociales au sein de la société. Et l'impôt pourrait être utilisé comme un instrument d'intervention, un outil d'intervention pour réaliser un certain nivellement, un certain équilibrage social au sein de la société. On a vu ce discours se développer par exemple en France dans les années 80. Et pareil, au Maroc, on a commencé à parler de cela vers les années 1980, lorsqu'on a adopté la réforme fiscale de 1984. Bien sûr, cette réforme de 1984, il y avait une loi cadre qui a été adoptée, et on sait très bien qu'il a été adopté dans un contexte économique marqué par une crise. Et plus spécialement, à l'époque, c'était le contexte du plan justement, le PAS, le plan d'ajustement structurel, qui était imposé au Maroc. Et donc, on a dû adopter un certain nombre de mesures, y compris fiscales. Et il y avait le problème de remboursement de la dette internationale, mais aussi, il ne faut pas le négliger, il y avait le côté social, c'est-à-dire adopter des impôts qui permettraient à l'État de renflouer ses caisses, mais afin que l'État puisse jouer ce rôle économique et social, un nivellement social, pour que l'État puisse intervenir sur le plan économique et social. Et c'est dans ce cadre qu'un certain nombre d'impôts juteux, importants, rentables, ont été adoptés. C'est le cas de la TVA, l'IS, l'IR. Donc, certes, il y a l'aspect financier qui était prédominant, le remboursement de la dette, etc. Mais il ne faut pas quand même négliger qu'il y avait un aspect social derrière l'adoption de tels impôts. Cette question de solidarité, cette question de nivellement social et de services, etc., et de contrepartie, nous permet de faire une distinction entre l'impôt, d'un côté, les taxes, bien la taxe tout simplement, et le prix d'un autre côté. Donc si on utilise la notion de contrepartie comme critère, comme élément d'analyse, ça nous permettrait de comprendre la distinction entre les impôts et les taxes, les impôts et les prix. Alors souvent on dit impôt et taxe, impôt et taxe. Et on se pose la question, est-ce que ce n'est pas une répétition ? Est-ce que ce n'est pas une simple répétition? Ce n'est pas une répétition parce qu'il y a quand même une petite distinction entre les impôts et taxes. Et c'est grâce à cette notion de contrepartie, à ce fondement de contrepartie, qu'on peut faire cette distinction. Donc l'impôt est une contribution pécuniaire obligatoire, donc sous la contrainte, elle est payée obligatoirement, mais sans contrepartie. Sans contrepartie. Je paye l'impôt pour l'intérêt général, pour contribuer à la couverture des charges publiques, indépendamment des services que j'aurai l'occasion, que je n'aurai pas de recevoir. Donc l'impôt, c'est un peu abstrait et c'est sans contrepartie. Il y a de la contrainte, c'est obligatoire, mais il n'y a pas de contrepartie. Par contre, dans la taxe, c'est une contribution pécuniaire obligatoire, comme l'impôt, mais avec contrepartie. Mais avec contrepartie. C'est-à-dire, je reçois en contrepartie quelque chose. Bien sûr, il n'y a aucun lien entre ce que je paye, le montant que je paye et le service que je reçois, en termes de valeur. En termes de valeur. Je donne un exemple. Par exemple, pour avoir un acte de naissance, un extrait d'acte de naissance, je paye 2 dirhams pour le fameux timbre vert qu'on appose sur l'acte de naissance. Ces 2 dirhams, bien évidemment, c'est un montant très dérisoire par rapport au service que je reçois. Pour avoir un passeport, pareil, il faut payer une taxe. Pour avoir un permis de chasse, il faut payer une taxe. Donc je paye et je reçois un service, une autorisation, un acte de naissance, la carte d'identité, un passeport, une vignette, etc.
Donc je reçois un service, donc il y a une contrepartie. Mais comme je viens de le dire, quand même, lorsqu'on compare la valeur de ce que je paye avec le service que je reçois, ça n'a rien à voir. Le montant payé est en principe dérisoire par rapport au service qui est rendu par l'État. Mais quand même, il y a ce lien de contrepartie qui existe entre la collectivité publique, prestataire de services, et le citoyen ou bien le contribuable qui paye pour avoir ce service. Donc impôt et taxe, c'est presque la même chose, mais ça se diffère sur ce point de la contrepartie. Impôt, c'est sans contrepartie. Par contre, la taxe, c'est avec une contrepartie, mais le montant quand même payé est très dérisoire. C'est le cas aussi des prix. Mais le prix quand même, il est différent des taxes et des impôts. D'abord parce que le prix est payé librement. Il n'y a pas de contrainte. Je le paye librement. On va donner des exemples. Je le paye librement. Et je le paye à un service marchand, à un service industriel et commercial. Et en contrepartie de ce prix, je reçois un service. Alors, je donne un exemple. Lorsque j'achète un ticket de train, je suis libre d'acheter ou de ne pas acheter le ticket. C'est-à-dire, je suis libre de prendre ou de ne pas prendre le train. Ce n'est pas obligatoire. J'achète le ticket du train pour recevoir un service. Il n'y a pas de contrainte, il y a la liberté. Et en contrepartie, je reçois un service. Mais là, on va constater quand même que le montant payé pour le ticket est très important. Ce n'est pas comme le taxe, c'est un montant dérisoire. Non, c'est quand même un montant assez important. Pour prendre le train, pour prendre l'avion, etc., il faut payer quand même un montant assez important. Et ce montant est fixé par le service lui-même, pas par l'État. Il est fixé par le service lui-même. Si je prends le ticket du train, c'est l'ONCF, ce n'est pas l'État marocain. C'est l'ONCF qui fixe le prix du transport par le train. Et bien sûr, ce prix est fixé pour des raisons économiques essentiellement. Certes, il y a des raisons sociales, mais il y a d'abord des raisons économiques. On va fixer des prix pour gagner. On ne va pas travailler et fonctionner à perte ou bien en déficit. Il faut avoir une certaine rentabilité du service. Alors, là, le prix est très important. Il n'y a aucune contrainte, mais il y a la contrepartie. Donc, avec contrepartie. Donc, vous voyez que cette notion de contrepartie nous permet quand même de comprendre pas mal de notions qui peut-être se rapprochent. Dans l'impôt, il y a un montant à payer. Dans la taxe, dans le prix, il y a bien évidemment un montant à payer. Mais ça diffère selon la notion de contrepartie. Est-ce que ça existe ou non? Donc, on constate que la notion de contrepartie n'a pas de fondement au sein de l'impôt, mais elle peut servir de fondement à certains paiements. Je paye l'impôt sans contrepartie, mais je fais d'autres paiements, mais en contrepartie. Et ces paiements, ce sont les taxes, avec une certaine contrepartie, mais il ne faut pas comparer le prix payé avec le service rendu, et les prix. Et là, l'administration, le service public industriel et commercial, le service marchand qui est le prestataire de service, il cherche le bénéfice, il cherche la rentabilité. Alors, l'impôt, comme les taxes, même s'il y a cette différence de contrepartie, les deux sont fixés par le Parlement. Et là, on revient au pouvoir fiscal du Parlement, le consentement à l'impôt. Et lorsqu'on dit le consentement à l'impôt, c'est à l'impôt et aussi aux taxes. Par contre, le prix, il n'est pas fixé par le Parlement, il est fixé par le service lui-même. C'est le service prestataire qui lui-même détermine le prix applicable à ces services. Si on continue sur le reste des fondements de l'impôt, la légitimité de l'impôt, on va toujours rester dans ce cadre social, dans ce cadre de solidarité, ce cadre de faculté contributive. Mais on a vu certaines conceptions plus détaillées, plus précises se développer ces dernières années. Un quatrième fondement de l'impôt, de la légitimité de l'impôt,
c'est ce qu'on appelle actuellement, et c'est la tendance, c'est la mode dans pas mal de pays, notamment dans les pays riches, les pays développés. Malheureusement, ça traîne encore au niveau des pays sous-développés. Et là, c'est une question de culture. On va le comprendre, puisque ce fondement de légitimité concerne ce qu'on appelle les impôts verts. Les impôts verts, ou bien la taxation verte. Alors déjà, le qualificatif vert nous renvoie à un domaine, un secteur bien déterminé, à savoir l'environnement. Donc ce sont des impôts en relation avec la protection de l'environnement. C'est le législateur qui a pris conscience de cette détérioration continue, progressive et dangereuse des ressources naturelles, de l'environnement en général, par les activités économiques de l'individu. Et donc, il a essayé de protéger l'environnement, et la fiscalité constitue justement un outil d'intervention pour la protection de l'environnement. Et le législateur a commencé à adopter un certain nombre d'impôts de protection de l'impôt. Comme je viens de dire, c'est le cas notamment des pays développés, où cette conscience environnementale est plus développée. Malheureusement, dans d'autres, notamment les pays sous-développés, cette conscience est encore marginalisée, vu que l'environnement est considéré encore comme un luxe et il y a d'autres questions prioritaires comme l'emploi, etc. C'est logique, mais comment on peut trouver quand même un équilibre entre ce qui est économique et social et ce qui est environnemental, d'où justement la naissance de cette notion de développement durable. Ce n'est pas que ce qui est économique et social ou ce qui est environnemental, c'est les trois à la fois. Et la naissance de ces taxes vertes, c'est une manière d'appliquer, de mettre en œuvre un principe très connu en droit de l'environnement, le principe des 3 P, le principe de pollueur-payeur, principe pollueur-payeur, les trois P. Donc ce sont des personnes, par exemple des compagnies d'aviation, etc., qui doivent payer parce qu'ils contribuent par les émissions de CO2, ils contribuent à la détérioration de l'environnement et des ressources naturelles. Donc c'est une manière de protéger l'environnement, mais à travers la protection de l'environnement, protéger les ressources naturelles, la durabilité des ressources naturelles et protéger la société. Donc on trouve ce lien social et ce fondement social derrière la question de l'environnement. Un dernier fondement et se développe sous forme de ce qu'on appelle les impôts, hein, plus ou moins, ce n'est pas très scientifique, mais ce qu'on appelle les impôts amis du contribuable. C'est l'impôt qui vous protège, vous, le contribuable. C'est un peu paradoxal parce que généralement l'impôt est considéré comme une malédiction, une fatalité. Mais là on vous dit non, l'impôt c'est votre impôt, il est là pour vous protéger. Alors dernièrement, on a vu le développement de certains impôts qui ont cet objectif de protection de l'individu. À titre d'exemple, on est en train de taxer des matières qui sont considérées comme douteuses ou nuisibles pour la santé de l'individu et partant pour la société. Alors on est en train de taxer l'alcool, on est en train de taxer les cigarettes, on est en train de taxer les boissons sucrées. Dernièrement, en 2011 par exemple, en Norvège, on a taxé la graisse. C'est-à-dire on pousse le citoyen à consommer de la nourriture saine. Et l'État qui se présente comme l'État qui œuvre pour la désintoxication du contribuable. C'est la main tendue de l'État, c'est la compassion de l'État. Et ça serait bien évidemment ingrat de s'opposer à de telles mesures prises par l'État. Et on constate que ce sont des taxes et des impôts qui commencent à rapporter pas mal d'argent pour les caisses de l'État. Ben, c'est génial, non, comme manière d'avoir un peu plus d'argent. Vous ne trouvez pas? Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine.